Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et associé encore une fois. Alors, on va prendre le temps de parler argent avec vous. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, encore une fois, on va parler de faillite et d'entente. Puis on va emmener plusieurs sujets fort intéressants en ce qui a trait à la faillite parce que les gens se posent encore beaucoup de questions là-dessus. Et tiens, je vais partir avec... Un sujet dont on a parlé il y a quelques instants hors micro, c'est la faillite payante. La fameuse faillite payante. C'est quoi? Ben, c'est la question que je pose aux gens qui me posent cette question-là, parce que souvent, les gens ont une conception, ont entendu le terme. Là. On entend le terme faillite payante. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait une faillite payante. Ouais. Mais quand je pose la question, qu'est-ce que tu veux dire par une faillite payante? Les gens j'ai jamais eu de réponse à ça. Donc, les gens propagent ce terme-là sans qu'il y ait vraiment de fondement, ou en tout cas, ils sont pas capables de me l'expliquer. Essentiellement, ça dépend. Ma réponse va dépendre de qu'est-ce que la personne veut dire par faillite payante. Parce que il y a des gens qui vont dire, ils payent pas leur dette, fait que c'est payant. Ben oui, effectivement. Si c'est ça le critère pour dire qu'une faillite est payante, ben toutes les faillites sont très payantes parce que les gens se libèrent de leur dette puis ils ne paieront pas 100% de leur dette. Donc, si c'est ça le critère d'une faillite payante, ben oui. Faut comprendre qu'une faillite, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur le dossier de crédit. Il y a des conséquences sur psychologiquement pour la personne. Les gens trippent pas à faire faillite. Là. La majorité des gens, c'est pas leur objectif de vie. Et c'est pour ça qu'on essaye d'éviter autant que possible. Mais si on parle de coût, de montant, quelqu'un qui a 35 000 $ de dette puis qui n'a pas la capacité de faire des paiements pour les baisser ces dettes-là à cause des intérêts et qui fait faillite puis que ça lui coûte, exemple, c'est très variable, mettons que ça lui coûte 5 000, ben oui, c'est payant d'avoir fait faillite. Donc, c'est dans cette optique-là, oui. Maintenant, des fois, il y en a ce qu'ils veulent dire par là, c'est les gens, ça leur a, ils s'en sont sortis, puis ils n'ont pas tout déclaré, puis ils ont gardé des actifs et tout ça. Ben là, il y a différents éléments à démêler là-dedans encore, parce que quelqu'un qui dit, quelqu'un a gardé sa maison, puis il a fait faillite, il a fait une faillite payante. Ben là, soit la personne, elle sait pas qu'est-ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de garder ses actifs en faillite sans que ça soit nécessairement à l'avantage de la personne. L'exemple de la maison est simple. Quelqu'un qui a une maison, puis qui cette maison-là vaut 300 000 puis qui est hypothéquée à 280, si le syndic la vend avec les frais et tout, il ne fera pas d'argent. Donc, il n'y a aucun intérêt à la vente. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens gardent leur maison, gardent leur voiture, gardent leurs 4 roues, parce que c'est des actifs qui sont financés et qui n'ont pas de valeur de revente. Il faut payer le créancier. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de dynamiques, mais essentiellement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la fraude. Les gens font des déclarations sous serment quand ils font faillite. Donc, il y a des gens qui, s'ils font de la fraude dans leur déclaration parce qu'ils déclarent pas tous leurs actifs, par exemple, là, ils peuvent avoir des sanctions très importantes ou même se voir faire annuler la protection de la faillite. En faillite, il y a des paiements requis par la loi. C'est défini par des calculs. Donc, c'est très mathématique. Il faut évaluer des actifs. Donc, il y a plusieurs plusieurs choses qu'il faut faire comme syndic pour rendre ça, on va dire, équitable. Mais ultimement, faillite où les gens disent hey, j'ai fait de l'argent avec ma faillite, j'en ai pas connu depuis que je fais ce métier-là. Puis s'il y en a qui pensent que les gens ont eu des faillites payantes, j'aimerais beaucoup discuter avec eux pour qu'ils définissent c'est quoi ce terme-là. Parce que je l'entends souvent, j'ai entendu encore la semaine passée dans une présentation, puis même là 3 semaines dans une autre présentation. Fait que c'est quelque chose de récurrent, mais les gens savent pas ça réfère à quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un préjugé peut-être face aux boutiques, par exemple, qui faisaient faillite, puis capables de rencontrer leurs dettes. On disait, ces gens-là font des faillites payantes parce qu'ils ne payent pas leurs créanciers. C'est un peu ce que tu disais au début, Pierre-Paul. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui fait rouler l'expression faillite payante. Oui, c'est ça, c'est possible. C'est effectivement, quand on fait faillite, on ne paye pas tous nos créanciers parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. Est-ce que ça fait que c'est payant? Je pense que ceux qui ont fait faillite vous diraient pas ça. Oui, effectivement. Puis là, on en parlait un tout petit peu il y a quelques secondes. Les actifs dans une faillite, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce qu'il y a des actifs qu'on peut conserver, d'autres qu'on ne peut pas conserver. Ça dépend de la valeur qu'ils ont, la valeur de revente, tout ça, j'imagine. Oui, c'est ça, effectivement, on en a parlé un petit peu. Pour démêler là, en proposition de consommateurs ou en proposition concordataire, les gens conservent toujours leurs actifs. Ça, puis s'il y en a des auditeurs qui savent pas c'est quoi, on pourra les référer aux chroniques où on a parlé, où ils pourront nous revenir là-dessus. Mais la proposition permet d'absolument garder tous ces actifs. En faillite, moi, je dirais, c'est très variable en fonction de comment le syndic gère son dossier. Moi, je peux parler juste pour moi, mon cabinet, là, 99% du temps, les gens gardent leurs actifs.
Ce qu'on fait, c'est un petit peu comme tu as dit, on va évaluer l'actif en valeur de liquidation. On va évaluer comment nous, comme syndic, on vendrait cet actif-là. Et, entre guillemets, on le revend à la personne qui fait faillite pour qu'elle le garde. On le revend à sa valeur de liquidation. Donc, exemple, moi, si je récupère, un véhicule qui vaut 4500 $, moi, je vais avoir des frais de récupération, des frais d'entreposage, des frais d'assurance pour prendre ce véhicule-là, le revendre et verser de l'argent au créancier. Donc, Pour faire tout ça, il y a des coûts. Donc, ce que je vais diminuer ces coûts-là de la valeur que je vais revendre l'actif à la personne. Donc, les gens sont capables de garder leurs actifs pour des valeurs moindres que leur valeur que si eux le vendaient. Par contre, c'est des valeurs qui sont comparables à ce que le syndic vendrait. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens n'ont pas la bonne grille de comparaison, mais c'est comme ça qu'on vient à évaluer combien les gens doivent payer pour garder leurs actifs. Et quand le chiffre est trop haut, c'est là qu'on va se diriger les gens vers une proposition. On va éviter la faillite. Si les gens veulent garder des actifs qui sont finalement trop chers à payer, on va changer de procédure. On ne prendra pas la faillite. On va prendre d'autres choses pour les protéger. OK. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, la valeur de l'actif pur comme tel, avant d'avoir fait des actions dessus, cette valeur-là peut retomber dans la partie faillite de remboursement. Oui, en fait, les gens ont des obligations en faillite à payer des montants selon leurs revenus, qui sont variables selon ce qu'ils gagnent pendant la faillite et selon la valeur de leurs actifs. Puis leur valeur d'actifs, on l'évalue au début du dossier. J'ai rencontré quelqu'un là ce matin, justement, on évaluait ses actifs. La personne, elle a un 4 roues. Ces 4 roues-là, il vaut 7 000. Moi, je vais lui revendre 5 000. Donc, cette personne-là, pourquoi? Parce que j'aurais des frais, moi, si je le vendais, puis je les calcule, puis je les connais, ces frais-là. Donc, la personne, elle va faire des paiements. Elle va faire des paiements, exemple, de 300 $ par mois jusqu'à temps qu'elle m'ait donné 5 000 pour pouvoir garder son 4 roues. Et puis, moi, je vais prendre ce 5 000-là, puis je vais le distribuer aux créanciers, comme la loi le prévoit. Donc, c'est comme ça que, les créanciers récupèrent une partie de leur montant et que, 2, les gens conservent leur actif. OK. C'est une façon à détourner de s'assurer que, est légale, de s'assurer que les gens ne perdent pas tout lorsqu'il y a une faillite. Oui, que les créanciers perdent pas et que les gens perdent le moins possible. C'est vraiment comme pour trouver la meilleure façon pour que tout le monde y trouve son compte, puis on veut pas léser personne là-dedans. OK. Héritage, succession, qu'est-ce qui se passe avec ça? Si elle est avant la faillite ou si elle est après, c'est deux situations totalement différentes, là, hein? Oui, absolument. C'est encore là, si on va démêler, si on parle de proposition, quelqu'un reçoit un héritage qui est en proposition, il n'y a pas d'impact. En proposition, le syndic n'a pas la saisine des actifs. Donc, ça veut dire que s'il arrive une bonne nouvelle financière dans la vie de la personne, ça y appartient. Donc, ça, c'est très important et ça fait partie des raisons pourquoi les gens vont vouloir éviter la faillite, vont faire des offres à leurs créanciers pour éviter que, en faillite, malheureusement, un héritage y est saisissable. Ça, les gens souvent tombent en bas de leur chaise. Ils disent, mon notaire me dit que c'est insaisissable. Oui, il y a différents contextes pour lesquels certains actifs pourraient être insaisissables, mais ces contextes-là sont excessivement rares. Je donne beaucoup de formation aux notaires par rapport à ça parce que des fois, il y a des clauses dans les héritages. Je transfère tel bien qui soit insaisissable pendant 30 ans et tout ça. Ces clauses-là sont rarement valables devant les tribunaux. Fait que ça, moi, je dois constamment expliquer ça aux gens pour qu'ils sachent que il y a des impacts, là. Un héritage, c'est saisissable à la base. Sinon, on a beaucoup de critères très rigoureux à respecter pour que ça soit insaisissable. Notamment, il faut que ça soit incessible aussi, qui est différent, qu'on ne puisse pas le vendre. Il faut qu'il y ait un intérêt, un intérêt légitime et sérieux. Donc ça, souvent, c'est un critère qui n'est pas rencontré parce que l'intérêt n'est pas sérieux ou n'est pas légitime de rendre un bien saisissable. Donc, il y a différents éléments comme ça qui fait qu'un héritage est saisissable. Et pour ce qui est des assurances-vie, ça, c'est vraiment une question de bénéficiaire. Donc, c'est sûr que si quelqu'un fait faillite puis qui est bénéficiaire d'une assurance-vie et qu'il y a une personne qui décède, malheureusement, ce montant d'actifs-là d'assurance-vie va être saisi par le syndic parce qu'on n'a pas le choix et on doit prendre cet argent-là, le distribuer aux créanciers. Je mets une petite bémol à ça parce que ça va arriver là qu'on reçoit un montant d'argent imprévu. Là, j'ai eu un dossier dans lequel la personne recevait 100 000 $ d'assurance. Là. La personne avait 30 quelques mille dollars de dette. Donc, évidemment que on a payé 100% des dettes. On a payé un 5% d'intérêt qui est prévu dans la loi sur la faillite quand on paye 100% des créanciers. Et on paye les honoraires du syndic, on paye le bureau du surintendant des faillites, on paye, c'est tout régi dans la loi, mais on a refait un chèque à la personne là, de 40 quelques mille là, après avoir payé toutes les dettes, les intérêts et tout ça. Okay. Donc, c'est pas parce que c'est saisissable que tout va être saisi. Il y a un contexte dans lequel on ne peut pas payer plus que 100% des dettes
en ajoutant là, intérêts, frais et tout ce que la loi prévoit, mais on ne peut pas payer plus que 100% de ça. Donc, c'est ça les petits bémols que je peux mettre là-dessus. Si c'est un recours collectif, à un moment donné, que le recours collectif, il y a de l'argent qui vient là-dedans, c'est pareil comme si c'était un héritage, finalement? Ben, recours collectif, c'est un actif, effectivement. Donc, si la personne reçoit ça. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Hein. Je prends par exemple, il y a eu toutes sortes de recours collectifs pour des sévices là, tu sais, par les religieux là, à certaines époques, à certains moments. Ben, quand c'est pour des blessures corporelles, il y a certains éléments qui font que c'est insaisissable. Okay. Donc, c'est pas mur à mur, tout est saisissable tout le temps. Là. Il y a quand même du droit civil qui s'applique là-dedans. Mais ça reste que principalement, on peut considérer que c'est saisissable dans la majorité du temps. OK. Lorsqu'on fait faillite, on n'a pas tendance à le crier sur les toits. C'est quelque chose qui nous agace. Et comme tu le disais tout à l'heure, Pierre-Paul, généralement, des gens qui font faillite, c'est plus inconfortable que d'autres choses. Est-ce qu'il existe encore une publication dans la presse ou dans le journal quand on fait une faillite? Oui, c'est quelque chose qui existe encore, mais il est très, très, très restreint. Donc, c'est pour ça que les gens en voient probablement très peu, là. Premièrement, encore là, je veux séparer proposition et faillite. En proposition, il n'y a aucune parution de quelque sorte que ce soit. D'ailleurs, les propositions pour les entreprises qu'on appelle propositions concordataires, bon, on en fait plusieurs. Puis moi, je trouve ça, je suis tout le temps fier à chaque année de voir que ce soit le gala des extras ou que ce soit les galas là, de chambre de commerce à Val-d'Or ou peu importe quoi. J'ai tout le temps plusieurs entreprises que j'ai redressées qui fait partie de ces galas-là. Donc, c'est le fun de voir ça. Ça paraît pas nulle part. Ces gens-là, ils sont pas stigmatisés parce qu'ils ont fait un redressement financier. Donc ça ne paraît pas. C'est vraiment juste les créanciers qui font partie du règlement. Alors que la faillite, si on parle d'une entreprise, ben oui, effectivement, il va y avoir une parution dans le journal parce que c'est un type de dossier qu'on appelle ordinaire. Donc, c'est des dossiers avant les années 80, il y avait un type de dossier de faillite, puis c'était des dossiers ordinaires. Et dans ce type de dossier-là, ben, ça paraît dans le journal. Donc, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Tout ce qui est commercial et les faillites pour lesquelles les gens ont des actifs à leur bilan de plus de 15 000 d'actifs saisissables. Donc, quand je disais tantôt, là, des fois, les gens ont un véhicule à racheter, ils font des paiements temps par mois pour pas qu'on le saisisse. Ben, ça va être vrai dans un contexte en bas de 15 000 Sinon, ben, on peut le faire, mais souvent, le montant, à 15 000 de rachat d'actifs, là, ça commence à coûter cher pendant longtemps là, à racheter ça à paiement. Fait que ces gens-là, souvent, on va déposer des propositions de consommateurs avec eux. Donc, c'est quand même très rare que les gens vont déclarer faillite quand ils ont plus de 15 000 d'actifs. Mais ça m'arrive 1 à 2 fois par année dans lequel ben, je l'explique à la personne, là, mais son nom va paraître dans le journal. Et ben ça paraît dans le journal de Montréal, dans les journaux qui sont pas en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. C'est ça. Donc c'est des critères par la loi. Donc on n'a pas de journaux en Abitibi qui respectent les critères qui sont des vieux critères, là, Vétus, ouais. Là. Mais bref, faut s'y conformer. Donc bref, c'est pour ça que ça apparaît dans le Journal de Montréal. C'est un tout petit encadré, très petit, dans des faits divers que personne lit, là. Mais ça apparaît quand même quand on dépose un dossier. En fait, ce qui apparaît, c'est pas la faillite, c'est l'assemblée des créanciers. Quand quelqu'un dépose une faillite, ben, il y a une assemblée de créanciers qui se passe 21 jours après le dépôt du dossier. Et cette assemblée-là, il faut la faire apparaître dans le journal. C'est pour ça que ça existe seulement dans les dossiers très, très gros ou commerciaux. OK, pour inviter ces créanciers-là à venir se présenter. C'est déjà tout le temps qu'on a. Malheureusement, ça passe toujours trop vite. On va donner les coordonnées, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire à info@lacassesyndic.com, ils peuvent aller sur notre site internet, Lacasse et Associés, ou sur notre Facebook, notre LinkedIn, sur toutes les plateformes, là, on répond aux questions des gens. Puis évidemment, ben, si les gens ont des difficultés financières, on les rencontre pour trouver les meilleures solutions avec eux. Génial. Hey, Pierre-Paul, encore une fois, ce fut extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Merci beaucoup, Denis.